Léger retard. On a eu un problème d'intervenant de dernière minute et il y a Jérémy Thierry qui a gentiment accepté de remplacer Nadine Evajane au pied levé. Et c'est exactement comme l'année dernière. Donc l'année prochaine, ça sera, j'espère, plus calé. Je vous propose de commencer. Donc du coup, le thème de cette masterclass est jeunes entreprises, relever du coup les défis de votre première année d'activité. Avec à ma gauche du coup Grace Merab, co-founder et cofondatrice, pardon. On va essayer d'éviter les anglicismes. Ouais, on va essayer, mais c'est fort probable qu'on utilise des termes anglais. Donc si ça marche pas. Là, ça marche. Ouais. Et Jérémy, super. Donc, Grace Merab, cofondatrice et CEO de Hotmine, qui a également été avant dans la startup Lemon Learning, qui nous parlera de son parcours. Et puis Jérémy Thierry, ancien responsable du Pépite CY Entreprendre / Valet de Seine, et qui maintenant travaille chez BGE Adil Paris. Ok, donc je me suis planté du coup. Donc dans un premier temps, je vous parlais rapidement des actions de la région en faveur de l'entrepreneuriat. Vous avez peut-être entendu parler de la stratégie de la région #Leader, dont vous avez qui est plutôt portée par le pôle économie emploi. Je suis désolé, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Soufiane Carcaillé, je suis en charge des sujets entrepreneuriat étudiant et transfert de technologie à la région Île-de-France. Et justement, je travaille à l'époque, on travaillait avec Jérémy sur les sujets pépites et entrepreneuriat étudiant et jeunes pousses. Et puis Grace également lors des années Starting Saclay sur les sujets des jeunes pousses qui montent leur projet. Voilà, les présentations sont faites. Donc là, maintenant, on va passer sur #Leader. Jérémy, si tu veux parler #Leader qui est en lien avec tes sujets. Oui, parce que tu as parlé de mon ancien poste, mais mon nouveau poste, il est là. Exactement. Il est écrit ici. Donc en effet, moi, je suis chef du projet Entrepreneur #Leader, donc un programme régional qui soutient les entrepreneurs dans toute la vie, finalement, de la création d'entreprise. Donc à la fois sur la phase amont, qui est écrit ici, je crée mon entreprise, où on va vous accompagner sur chacun des éléments de votre business plan. Donc concrètement, préciser votre offre, travailler sur votre stratégie, communication, marketing, business, votre étude de marché, tous les éléments que vous adorez tous, à savoir le financement et la partie juridique. Une deuxième étape sur la partie financement, on va vous aider à lever des fonds à travers le mécanisme de prêt d'honneur, donc des prêts à taux zéro qui sont forcément couplés avec un prêt bancaire. Et ensuite, une fois que vous avez créé, que vous avez déjà expérimenté des choses en tant qu'entrepreneur, on va pouvoir vous accompagner pour faire levier sur 3 items principaux. Le premier, c'est vous, en tant qu'entrepreneur, vos compétences en tant que dirigeant. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, le pilotage de votre activité. Donc, être en capacité de bien mesurer votre activité, de gérer les flux entrants, sortants. Et également l'accroissement de votre chiffre d'affaires, qui est le 3e élément. Donc tout ça, programme régional, vous voyez, qui est extrêmement accessible en termes de tarifs. Je crois que vous ne trouverez pas moins cher sur le marché, en sachant que pour certains types de publics, les 75 € ne sont même pas à charge. Super, merci Jérémy. Je parlais rapidement également du dispositif Innovop. Il me semble que c'est un dispositif dont tu as bénéficié, Grace. Tu veux en parler peut-être et comment ça t'a aidé ? Je peux dire quelques mots dessus. Donc, Innovop, c'est un dispositif qui vient aider des entrepreneurs à partir du moment où votre projet est déjà bien démarré. Il y a plusieurs tranches d'Innovop qui existent. On m'interrompt si je me trompe. Non, c'est bien ça. Nous, on a bénéficié d'une toute première tranche qui s'appelait l'AIMA. Je ne sais pas si ça existe toujours. Bonne question. Bon, bref, il y a souvent une première tranche. En l'occurrence, c'était une subvention de 30 000 €. Et ensuite, en fonction des stades d'avancement et en fonction des programmes d'investissement que vous allez pouvoir mettre sur le papier, en disant j'ai un programme de 12 mois ou 18 mois et j'ai besoin de temps pour le financer, une partie de ce financement va être couvert. Et généralement, c'est une combinaison de subventions et d'avances remboursables. Moi, de mémoire, c'était... vraiment moitié-moitié. Donc on avait moitié subvention et moitié avance remboursable, avec un décalage de 2 ans, je crois, sur la partie avance remboursable. Et ça, c'est un financement qui peut être assez important. Nous, on avait eu près de 200 000 €, je crois, avec ça. D'accord. Merci. Je vais vous parler rapidement des actions de la région en faveur de l'entrepreneuriat étudiant. La région est impliquée du coup depuis 2017 sur ces sujets avec 3 gros blocs. En gros, sensibilisation, maturation et accélération.
Notre partenaire principal étant les Pépites, qui est un programme national déployé au sein des écoles et des universités. Il y en a 33 au niveau national et 8 en Ile-de-France, donc qui représentent les grands territoires, notamment Cergy à l'époque où Jérémy travaillait là-bas. Sur les grosses actions, en gros, donc il y a la sensibilisation et la formation d'entrepreneuriat. L'équivalent d'Innovup pour les étudiants entrepreneurs, en gros, qui sont ce qu'on appelle les fonds régions, qui sont des tickets de 2-3 000 euros qui permettent de financer de la presta, de la R&D, de tester sa proposition de valeur. Et puis également, sur la partie accélération, le programme Pépite Startup Île-de-France. Pépite Startup Île-de-France, c'est un programme d'accélération à Station F de la région dédié aux étudiants entrepreneurs, en partenariat avec les Pépites d'un côté et Schoolab, qui est l'opérateur du programme. Donc c'est un programme d'accélération de 6 mois qui coûte 60 euros du coup pour les étudiants boursiers, 60 euros par mois, et 120 euros par mois pour les étudiants, j'allais dire un peu, qui n'ont pas besoin d'une bourse. Donc bon plan, hein, puisque c'est beaucoup moins cher que les vraies prix de Station F pour les postes de travail. Et exactement, et puis justement, tu vas nous en parler tout à l'heure avec le programme que tu suis en ce moment, auquel tu es incubé à Station F. Mais effectivement, c'est un des programmes les moins chers de Station F. Et en plus, au-delà de ces moyens, nous, là, côté région, on a une relation privilégiée avec les incubés, et on en parlera justement juste après. Et du coup, on a mis en place les rendez-vous experts région Pépite. Je vais en parler rapidement après. Hop. Donc là, vous avez quelques infos, quelques chiffres sur le programme Pépite Startup Île-de-France. Donc là, en ce moment, c'est la 10e promotion qui est actuellement incubée. Et d'ici décembre, on devrait organiser les 5 ans du programme pour mettre en avant des projets emblématiques qui sont passés par le programme. Voilà, ça touche vraiment à tout type de projet. Il faut que les projets ne soient pas trop early. Premier terme anglais, ne soient pas trop early, qu'ils aient déjà une idée, qu'ils aient déjà travaillé sur leur idée. Si les projets sont trop matures, à contrario, on ne les prendra pas également. Au-delà de ces moyens, ces moyens, vous bénéficiez également des moyens Station F, du coup avec Flatmate, qui est la solution d'hébergement de Station F. Je crois que c'est en gros 500 euros la coloc par mois de mémoire. Je crois que c'est 400. Ouais. Ouais. Et encore, ça a augmenté. C'est 500, non, c'est 500 avant un connoisseur, ok, ça a augmenté. Ouais, donc comme les prix également là, à partir de l'année prochaine. Voilà, donc c'est 40 postes de travail, c'est 2 promotions de 40 promotions sur tous les 6 mois. Puis il y a des belles successoristes qui sont passés, issus des Pépites, qui sont passés par le programme. Le pas pondu, chez toi, Jérémy. Et puis côté Saclay, côté Saclay, il y en a tellement que côté Sergi aussi, mais. Ouais, il y en a plein, mais voilà, il y a eu également Air Pur que vous connaissez peut-être. Enfin, il y en a pas mal et c'est un vrai accélérateur pour le coup pour ces jeunes pousses. Ouais, vas-y. Juste dire un mot sur l'aide Innovup, oui. Équivalent étudiant. Il y a un trou dans la raquette en France aujourd'hui sur le financement des prototypes. On veut tous se lancer et se dire j'ai envie de tester quelque chose et j'ai besoin d'un petit peu de sous pour construire mon premier site internet ou ma première version de ma solution. Et il se trouve que la région intervient là-dessus et c'est bien. Et je pense qu'il faut le souligner parce que c'est extrêmement important. Alors là, c'est pour un public étudiant, mais c'est extrêmement important que de pouvoir financer ça pour ensuite donner les clés à l'entrepreneur pour vraiment se lancer, s'immatriculer et vraiment assumer le risque que représente la création d'entreprise. Merci, effectivement. Il n'est pas nécessaire d'avoir déposé les statuts pour pouvoir bénéficier de ces chèques. Et plutôt que de mettre énormément d'argent au début à perte, et justement, on en parlera tout à l'heure, justement, des sujets de financement, voilà, c'est un premier ticket. Il n'y a pas beaucoup d'offres en ce moment, enfin, sur cette partie du financement. Et lors de la prochaine commission permanente de novembre, ça sera 233 000 euros en faveur des Pépites, justement sur ces fonds qui seront votés, qui seront proposés aux élus. Je parlais rapidement et puis après on va commencer un peu à parler des questions, mais on va commencer à interroger nos intervenants. Les rendez-vous experts région Pépite qu'on a expérimenté, qu'on a lancé cette année. L'idée, c'est qu'il y ait une 50aine d'agents de la région Île-de-France qui sont mis à disposition lors d'un après-midi auprès des étudiants entrepreneurs issus des Pépites. On va sûrement l'ouvrir à un autre public, donc notamment les incubateurs financés par la région, les incubateurs dits ESR pour enseignement supérieur et recherche. Et donc la région, vous le savez peut-être, est impliquée sur un nombre conséquent de thématiques, de missions, à vos souhaits, et avec notamment les sujets transport, économie circulaire, lycée, aide aux entreprises. Donc
pendant un après-midi, sur des rendez-vous de 20 minutes, les étudiants entrepreneurs, en gros, ont l'opportunité de rencontrer ces agents. Ils se font challenger sur leur sujet, sur leur proposition de valeur, et également connaître un peu les aides mises à disposition de la région. Et si le projet n'est pas assez mature pour pouvoir en bénéficier, il y a quand même un suivi. D'ailleurs, je tiens à préciser que pour tous nos pitchouns, tous les pitchouns qu'on a aidés depuis 2017, c'est pas parce qu'en fait ils ne sont plus rattachés aux pépites, c'est pas parce qu'on les finance qu'on arrête de les suivre. Au contraire, on suit leur parcours et puis on voit un peu comment on peut les aider une fois que leur projet est plus mature et quelles aides région en fait est adaptée. Voilà. Donc, bon, du coup, Nadine Eva n'est pas là, et donc du coup, c'est Jérémy. Je peux aller me changer. On va commencer en fait. Ça va être la première question sera pour toi. C'est sur les premières questions à se poser lorsqu'on démarre une start-up. Quelles sont les bonnes questions à se poser et l'intérêt de l'accompagnement. Et Jérémy, justement, l'idée serait que tu rebondisses après sur les réponses de Grace, l'intérêt de se faire accompagner et accélérer quand on démarre un projet. Ok, donc une question hyper riche, parce que j'en ai deux en une, et Exactement. En plus c'est toutes les questions qu'on se pose, plus l'accompagnement. Alors peut-être en quelques mots, je pense que le plus important vraiment, c'est de se poser la question de qui est-ce qu'on sert avec ce qu'on est en train de créer. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que généralement, si vous commencez, vous n'êtes pas là pour 6 mois ou 1 an, vous êtes là pour 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et il vaut mieux se dire qu'on est là pour 10 ans que moins, parce que ça peut être très très long. Allez voir les personnes que vous voulez servir. Demandez-leur si la façon dont vous voyez la solution, eh bien, c'est la bonne pour eux. Testez-le, parce que souvent ce qu'ils disent, c'est pas crédible d'entrée de jeu. C'est comme, je fais le parallèle avec la salle de sport, si on demande combien de fois par semaine vous voudriez aller à la salle de sport, vous allez peut-être me dire 2 ou 3 fois par semaine, et puis derrière, si on regarde les métriques d'entrée à la salle de sport, peut-être que c'est beaucoup moins. Donc il faut regarder aussi ce que les personnes font avec votre potentielle solution, si vous pouvez un minimum la tester, même si c'est des équivalents. Donc testez ça, testez et retestez. Nous, ça fait 3 ans qu'on a lancé notre boîte, donc avec mon associé, et encore aujourd'hui, on est reparti sur un fil d'interview, parce que c'est extrêmement important de comprendre comment est-ce que nos utilisateurs utilisent notre produit, pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas assez pour certains, et voilà. Donc pour moi, c'est le plus important. Donc est-ce que vos utilisateurs sont bien en ligne avec ce que vous allez faire, et 2, évidemment, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour, parce qu'il faut éviter d'être dans une solution uniquement de confort. Il faut réussir à aller chercher de la valeur, évidemment, parce qu'on monte des entreprises, ça fait de l'argent. Oui. Voilà. Effectivement. Mais sur l'accompagnement, donc nous, on a bénéficié au tout début de l'accompagnement de l'accélérateur de Polytechnique, donc de l'école Polytechnique. En fait, on est arrivé avec mon associé, donc pour vous dire un peu nos parcours, donc tous les deux, on est assez jeunes, donc j'ai 27 ans, mon associé a 1 an de moins que moi. Moi, j'ai un parcours business, j'ai déjà monté une première boîte avant, et on était tous les deux aux prémices de l'idée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de produit, mais on savait que ça allait potentiellement pouvoir servir à un grand nombre d'utilisateurs. Donc, pour vous dire ce qu'on fait en quelques mots, nous, on se connecte aux outils internes des collaborateurs et on centralise l'accès à l'information. Donc, en fait, c'est un moteur de recherche intelligent qui va aller trouver les bonnes pages dans les fichiers qui vous intéressent, dans vos emails, dans vos conversations, dans les outils métiers. Parce qu'en fait, on a plus de 10 outils en moyenne par collaborateur, donc ça commence à être un sujet. Et donc, au sein de l'accélérateur de Polytechnique, en fait, le plus qu'on a eu, et alors, il y a plein d'accélérateurs différents. Le plus important, c'est de trouver ce qui va vous apporter l'aide dont vous avez besoin au moment où vous y allez. Ça peut être une aide vraiment initiale sur les premières étapes, et ça peut être aussi comment est-ce qu'on va vous connecter à vos premiers clients. Il y a des accélérateurs spécialisés métiers ou sectoriels qui vont être excellents pour certains secteurs. Nous, l'aide que ça a apporté, c'est des bureaux dès le départ, des personnes autour de nous qui entreprennent aussi, qui sont en premières étapes. Donc toutes les semaines, on se challengeait le lundi, on se voyait, on se disait nos objectifs de la semaine, c'est ça, qu'est-ce qu'on a fait la semaine d'avant. Donc c'était aussi un booster. Et puis c'est aussi toute la partie réseau, puisque c'est nous mettre en relation avec des experts, des investisseurs, des corporates. Et donc ça nous a aidé à franchir les quelques premières étapes. On a fait 3 mois là-bas. Et comme on faisait l'aller-retour Paris-Saclay tous les jours, on a arrêté quand on a pu. On est arrivé ensuite à Station F.
Et en ce moment, tu es dans le programme, quel programme à Station F du coup, Alors, Founders Programme. Donc en fait, c'est le programme créé par Station F. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Station F, j'imagine que oui, au moins de nom. Et en fait, il y a beaucoup de programmes partenaires et le Founders Programme est celui qui est monté par Station F. Je crois qu'il y a 7% de taux d'acceptation, il faut monter un petit dossier. Ça, à 3% maintenant ? Ah ouais. Donc il y a de plus en plus de monde qui essaie d'y rentrer. Voilà. Et nous, ça fait 2 ans qu'on y est. Et on est maintenant dans un programme un peu particulier qui est le Graduate Programme, parce que Station F n'aime entre guillemets que les boîtes early stage, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Mais on a eu la chance de pouvoir rester parce qu'on est Futur 40, donc ils nous ont sélectionnés parmi les 40 entreprises à Station F comme dites plus prometteuses. Et donc on a la chance de pouvoir rester un peu plus longtemps. Merci, grâce. Jérémy, toi, à l'époque du Pépite, et puis j'imagine encore maintenant, tu as pu voir aussi l'effet accélérateur, enfin en tout cas l'effet bonifiant d'accompagner ces jeunes pousses. Toi, justement, qui as été de l'autre côté de la barrière, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Et comment tu as vu cet effet d'accélération, en tout cas le fait que ces jeunes pousses puissent apprendre sur le tas et puis devenir en gros ces piou-piou deviennent peut-être pas des licornes, mais des unicornes, des ponicornes. Je note le piou-piou, on les appelait les pépitos et les pépitas. Non, déjà, la chose importante à dire, parce qu'on parle beaucoup de pépites, on parle beaucoup d'étudiants, vous pouvez tous devenir pépito, pépita dès demain, puisque il ne s'agit pas uniquement d'être étudiant pour pouvoir bénéficier du statut étudiant-entrepreneur et des services qui sont proposés par Pépite, qui sont extrêmement nombreux. Mais là, je vous laisserai voir avec les personnes qui gèrent ça directement. Mais en effet, moi, sur mon job précédent, quand je travaillais dans un Pépite, on accompagnait énormément de projets portés par des étudiants. Et vous vous rendez compte de la contrainte de ce que c'est pour un étudiant de monter un projet, puisqu'il y a la priorité études, et je pense que tu l'as vécu aussi de ton côté. Il y a la pression familiale qui dit « Ah non, je t'ai payé une école d'ingénieur, il faut que tu ailles au bout ». On manque de temps, on est pris par énormément de choses, par une vie sociale qui est très très riche. Et donc, se lancer dans un projet, ça demande beaucoup d'énergie, et cette énergie, il faut la canaliser, il faut pouvoir la mettre au bon endroit. Et c'est à ça que servent les structures d'accompagnement, quelles qu'elles soient, que vous soyez dans un programme assez classique, comme peut l'être Entrepreneur Leader, ou alors dans un incubateur qui, lui, va davantage être spécialisé, tu l'as dit, soit en fonction d'un secteur, d'une thématique, ou par une expertise particulière des personnes, parce que je pense aux founders, c'est très start-up, c'est très... Le Founders Programme, c'est assez large, mais c'est vrai, par exemple, au sein de l'accélérateur de l'X, on était 6-7 boîtes, et c'est très orienté deep tech. Donc effectivement, c'est bien d'aller voir en fonction de votre secteur d'activité. Et puis, moi, ce que j'ai pu remarquer de plus important, c'est l'écosystème. Parce que le programme d'accompagnement, un bon programme d'accompagnement, c'est celui qui est capable de vous connecter avec les bonnes personnes au bon moment. Donc en plus, la personne qui va vous accompagner va faire en sorte de vous poser les bonnes questions au bon moment. Mais en plus, vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui vont faire levier x100 sur votre projet. Et c'est à ça que ça sert d'être accompagné. Ce n'est pas tellement les conseils. Les conseils, c'est très bien, en effet. Mais après tout, qui sommes-nous pour vous donner des conseils ? Vous êtes les experts, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment à ça que ça sert, à mon sens. Et c'est ce que j'ai pu constater chez toutes les personnes qui ont pu bénéficier de ces programmes-là. On va passer maintenant à la question, alors, parce que, désolé, sur l'enjeu des premiers mois, quand on démarre. On a parlé justement des premières questions à se poser, bien s'entourer, bien trouver, aller suivre son réseau, en fait, tester sa proposition de valeur. Attention à pas trop se laisser déborder. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur ces premiers mois et l'importance de bien s'entourer et d'écouter un peu ce qu'on dit ? Est-ce que, en tout cas, ce que les coachs vous disent ? Qui veut commencer ? Grâce. Ok. En fait, les premiers mois passent extrêmement vite et en même temps, ils peuvent être beaucoup plus décevant que ce qu'on pense. En fait, au départ, sur les premiers mois, on se dit allez, c'est parti, je vais avoir un truc qui va exploser. Et en fait, en tout cas, dans notre cas, construire un produit moteur de recherche en 2-3 mois, voilà, bonjour. Donc, c'est pas possible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt construit des maquettes
On a essayé d'itérer avec ce que vous connaissez peut-être, donc MVP pour dire Minimum Viable Product, essayer d'arriver avec quelque chose qui n'est pas abouti, mais qui peut déjà faire comprendre à votre client ce à quoi ça va ressembler. Et donc ça a été ça, les itérations, ça a été essayer de trouver des clients alors qu'on n'a pas encore de produit, mais c'est hyper utile parce que comme ça, ils vous disent exactement ce qu'ils veulent. Donc nous, ça a été beaucoup ça les premiers mois. Pas forcément tout de suite immatriculer, vous immatriculez uniquement quand vous en avez vraiment besoin, quand vous avez besoin de recruter ou de vendre. On avait besoin d'immatriculer pour les bureaux ou un truc comme ça, mais voilà. Et puis ensuite pour recruter. Ça passe très vite les premiers mois. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette période. Mais oui, l'essentiel, c'est garder le cap. Vous n'êtes pas nombreux. Il y a encore peu de signes. Et donc, il faut tenir bon sur les premiers mois. Il ne faut pas hésiter à aller voir le maximum de personnes qui ont déjà fait ce que vous comptez faire. Parce que les structures d'accompagnement vont pouvoir vous aider sur une partie. Mais ce qui va être vraiment excellent, c'est aussi d'aller voir des entrepreneurs qui ont fait des choses similaires. Vous pouvez aller les voir sur LinkedIn. La plupart sont ouverts à prendre des cafés et à discuter avec vous. Et je me souviens avoir discuté pendant les premiers mois avec des entrepreneurs de très très belles boîtes SaaS, des Dataiku et d'autres. Et c'est des conseils géniaux parce que c'est vrai que c'est des moments sur lesquels on a besoin d'être un petit peu remis dans les rails parfois. Merci. Jérémy? Ouais, non, enfin, je suis totalement aligné avec ce discours-là. Évidemment, mesurer toutes les actions que vous faites au quotidien dans votre boîte. Il ne s'agit pas de tout mesurer. Je pense qu'il s'agit de suivre 1-2 indicateurs qui vraiment correspondent à l'étape où vous en êtes. Et donc, c'est essentiel de se dire, tu le disais, on fonctionne par objectif. Vous faisiez des points toutes les semaines. OK, mon objectif de la semaine, c'est ça. Faire ces mini-sprints-là, réaliser un maximum de choses, mesurer l'impact que ça a pu avoir sur votre quotidien, sur votre business, et être en capacité et avoir l'humilité de réitérer et d'itérer sur ce que vous faites. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que la première année, c'est une année où on se cherche. On cherche ce fameux product market fit. Et pour le trouver, c'est un maximum d'itérations. Je ne sais pas combien de fois peut-être vous avez itéré sur votre produit, sur votre manière de communiquer, de vendre, parce que j'imagine que vous êtes en B2B en plus. Ouais. Donc de vendre votre produit, ça a dû être assez incroyable. Oui, ça a été assez long. Alors nous, on n'a jamais vraiment pivoté. Par contre, on a resserré la cible. Ça, c'est assez important parce qu'en fait, un vrai conseil que je peux donner, c'est de se concentrer sur un tout petit marché au début, c'est-à-dire un segment de population qui est suffisamment précis pour que vous le serviez le mieux possible. Parce que en fait, le risque, c'est de vouloir très bien servir beaucoup de gens, parce que vous allez dire, je vais faire un produit international, mondial, qui va aller servir des milliards de personnes. C'est bien d'avoir cette ambition, mais il faut commencer par servir très bien une petite catégorie de personnes. Parce que à trop étreindre, on n'embrasse pas. Et voilà, donc ça c'est vraiment le truc sur lequel on s'est concentré. Donc, nous, dans notre cas, pour donner l'exemple, on s'est concentré sur des structures qui étaient des boîtes de conseil, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un métier dans lequel déjà il y avait un très fort turnover, donc on perd les compétences. C'est le savoir-faire des consultants qui crée la valeur pour ces personnes-là. Donc ce savoir-faire, il faut savoir aussi le réutiliser, capitaliser dessus. Et ça va être des personnes qui travaillent sur des slides par centaines toute la journée. Et donc voilà, c'était des cordonniers mal chaussés. On a commencé par eux et ensuite on a étendu sur d'autres secteurs. Grâce, tout à l'heure, tu parlais de l'immatriculation. Et c'est justement un sujet un peu épineux. On dit souvent qu'il faut attendre le bon moment pour déposer les statuts. Bon, il y a un bon timing. Qui voudrait commencer? Jérémy? Non, mais je pense que tu as tout dit en fait. Vous pouvez considérer l'immatriculation comme un Graal. C'est très bien. Peut-être que vous aurez un sourire une fois, mais faites-le le plus tard possible en vrai. Faites-le quand vous avez à facturer, ou en effet, si vous avez besoin de recruter, ça ne sert à rien, mis à part à flatter votre ego, que de le faire avant. Mais vraiment à rien. Et puis, c'est de la paperasse, donc si on peut... Aussi, surtout. On va passer maintenant au sujet du financement avant de poser la question épineuse quand s'arrêter, et puis on passera, il y aura un sujet entrepreneuriat féminin. L'argent, c'est le nerf de la guerre.
c'est aussi un art de trouver ces financements, mais il faut quand même se poser les bonnes questions. En fait, j'essaie de trouver une bonne formulation pour dire que garder en tête qu'il faut travailler sur son projet et ne pas trop aller chercher à la recherche de financement sans se perdre. Grâce justement toi qui as été confronté à ça, et puis Jérémy justement pour ton retour d'expérience sur les startups que tu as accompagnées à l'époque, qui ont, je pense notamment à des projets emblématiques qui justement en ont eu besoin. Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est financement versus exécution, quoi. Exactement. Alors, moi, j'ai eu 2 expériences là-dessus. La première expérience, celle de ma première structure, où on était autofinancé. Donc, on n'a pas été chercher de levée de fonds et on a eu uniquement effectivement des accompagnements, soit région, soit BPI, soit réseau entreprendre. Il y a pas mal de réseaux d'accompagnement. On a aussi Wilco, par exemple, sur la structure qu'on a créée là. On pourra revenir dessus si vous voulez. Mais donc, cette première structure-là, pas de levée de fonds, c'est les clients qui nous payent essentiellement. Et donc, ce qu'on avait beaucoup fait, c'est qu'on avait monté des side business la première année pour réussir à se payer le temps que le produit principal puisse se développer. Je ne sais pas si c'est un bon conseil, hein, c'est juste je raconte ce qu'on a fait. Et donc, on avait effectivement cette pression du cash parce que sur certains mois, il faut vraiment que les entrées arrivent, sinon on ne continue pas. Donc ça peut être très difficile, ça peut être à suivre vraiment au jour le jour, aller chercher vos clients quand il y a des grosses factures en attente de paiement, etc. Et là, j'ai eu une seconde expérience donc avec Outmind qui est complètement différente puisqu'on est sur un produit qui est à plus forte intensité technologique et donc on avait besoin de vraiment développer la solution pendant des mois, voire des années. Et ça veut dire que les premiers mois, la première année, en fait, on ne vend pas. Ou alors vraiment très peu sur des prototypes. Donc voilà, on sait que ce n'est pas ça qui va nous financer. C'est ce qui a fait qu'on a très vite été chercher une levée de fonds. Et donc, on est un peu rentré dans cette dynamique-là. Quand on commence à lever des fonds, généralement, vous allez avoir des investisseurs qui vont avoir des attentes élevées sur la croissance de votre business. Ça veut dire que il faut un retour sur investissement, il faut aller potentiellement relever. Et voilà, on rentre aussi dans ce cycle-là. Donc j'ai eu ces 2 expériences-là. Sur cette seconde expérience, évidemment, c'est complètement différent parce que plutôt que d'être à court de cash tous les mois, on a plusieurs mois devant nous. Quand je dis plusieurs mois, généralement, c'est 12 mois, 18 mois, parfois 2 ans. Et il faut être capable de le déployer et de la bonne manière parce que derrière on a des investisseurs qui ont des attentes de croissance fortes, donc en fait on ne peut pas se permettre de juste le conserver en banque. Donc voilà, donc assez intéressant de voir ces 2 mécaniques là. Moi j'aurais vraiment tendance à privilégier l'exécution avant tout parce qu'en fait on n'ira jamais lever des fonds sans traction, donc juste d'abord chercher la traction. Et là donc on a fait une deuxième levée, on a fait une levée pré-seed de 500 000 et une levée seed qu'on vient d'annoncer de 2 millions. Et en fait chacune de ces levées, elle suit une traction. C'est pas je vais lever puis je vais grandir. C'est très rare ça. C'est vraiment des exceptions à la règle. Donc nous, on a dû montrer pour le seed qu'on avait réussi à faire 20% de croissance tous les mois, à aller chercher des clients de manière répétée, donc les mêmes types de clients avec le même discours. Ça veut dire que potentiellement, juste en mettant plus d'argent, on va réussir à faire plus de croissance. Donc en fait, il fallait montrer toutes ces choses-là. Et voilà, donc focus exécution, puis financement, j'aurais tendance à dire. Merci, Grâce. Jérémy ? Non, mais je suis vraiment aligné. Hein. L'investisseur, vous ne l'aurez que si vous travaillez sur votre produit. Et j'ajouterais que c'est pas parce qu'un investisseur vous dit OK que vous devez dire OK. Mais c'est une autre thématique. Un investisseur, ça se choisit encore mieux qu'un fournisseur. Voilà. J'approuve ce message. Non, c'est vrai. Je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut faire... On dit que les investisseurs font leur due diligence, donc c'est le fait d'aller vérifier votre background, ce que vous avez fait avant, si vos clients, c'est OK, etc. Mais il faut aussi faire sa propre due diligence sur les fonds, aller contacter les boîtes de leur portefeuille et savoir comment ils se comportent, notamment quand ça ne se passe pas bien. Dernière question pour les intervenants, puis après on va passer à la question. On va vous laisser la parole. Jusqu'où s'entêter et quand arrêter sur son projet ?
Bon, parfois on peut être persuadé d'avoir la bonne idée. Le marché peut être long à pénétrer, à accéder. La proposition de valeur aussi. Parfois on peut être trop en avance. Enfin, bon, on a aussi des limites de fond. Jusqu'où elle est. C'est les questions épineuses les unes après les autres. Ah oui, oui, justement, on est là pour... Combien de jours vous pouvez supporter de manger que des pâtes? Quelle est la question? Il y a un peu de ça. Non, mais je pense il faut vraiment garder en tête des objectifs qui sont les plus objectifs possibles. C'est-à-dire, pour vous, c'est quoi la réussite à court terme? Qu'est-ce qu'il faut atteindre comme objectif pour vous dire, j'ai un début de traction? Parfois, c'est beaucoup encore un anglicisme, désolé, du gut feeling, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas encore complètement perçu, mais vous voyez dans les réactions de vos clients ou de vos utilisateurs qu'il y a un truc qui vous harcèle parce que ils veulent que ce soit mieux. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose, par exemple. Si vraiment c'est le calme plat et que vous sentez que vous devez aller chercher tout le temps vos clients, vos utilisateurs, et que le répondant n'est pas vraiment là, c'est que peut-être que le message n'est pas bon et qu'il faut à un moment se poser, se dire qu'est-ce que je change, et commencer par changer des petits bouts et tester. Et si vraiment à ce moment-là, après il y a des sujets personnels aussi, hein, on n'est pas tous prêts à passer 2 ans, être sous-payé ou pas payé avant que ça marche. Donc il y a plein de critères, mais je dirais que vraiment mettez-vous des critères objectifs et essayez de tester à chaque fois des petits changements si ça marche pas assez bien. Ouais, c'est une pratique qui est assez fréquente chez les investisseurs, c'est définissez un moment où vous sortez, en fait. Et quand j'accompagnais des projets, il y avait un exercice que j'aimais bien faire, qui était à la fois un petit truc de team building et puis un moment sympa à passer entre nous. C'est au début de l'année, parce qu'on était année universitaire, année scolaire, etc. On leur faisait écrire une lettre, tu te vois où, dans 6 mois ou dans 1 an avec ton projet. Et puis 6 mois, 1 an après, on les faisait relire cette lettre. Et le fait de l'écrire, pour vous, qu'est-ce qui est acceptable, où est-ce que j'ai envie d'être, et de le regarder a posteriori, de voir qu'est-ce que vous avez réellement réalisé, peut vous permettre de vous dire, voilà, c'est compliqué, je suis pas à l'endroit où j'avais imaginé être, et même si j'adore mon quotidien, j'ai envie que mon produit marche, il est peut-être plus raisonnable que d'arrêter pour retourner à l'emploi, ou alors totalement pivoter d'activité pour se lancer vers un autre marché. Parce que si vous parlez à un maximum de gens, et c'est vraiment encore une fois le meilleur conseil qu'on ne pourra jamais donner, quel que soit votre niveau d'avancement sur votre projet, vous allez détecter plein de choses. Et de toutes ces choses, vous allez pouvoir en tirer des opportunités. Moi, je suis intimement convaincu qu'il y a des gens qui sont plus entrepreneurs que d'autres. Et donc, si vous êtes vraiment un entrepreneur, vous saurez rebondir. Mais il faut vraiment sentir le moment où il faut arrêter. Donc ça peut être la fin des allocations chômage, qui est le meilleur business angel de France. Et je crois qu'il faut remercier Pôle emploi. Et ce n'est pas une blague, mais on a énormément de chance d'avoir Pôle emploi qui soutient les entrepreneurs. Il y en a qui bénéficient du RSA. Mais pareil, ça peut être la fin des allocations RSA. Mais c'est aussi se projeter là-dessus, parce que c'est important. Il faut pouvoir vivre et puis mener à bien des projets personnels. Parfait. Merci à tous les deux. On va passer maintenant aux questions du public. Qui voudrait commencer? Madame. Vous m'entendez? Bonjour, donc Larry. J'avais une question. Donc, tout d'abord, merci pour cette présentation limpide, très claire. J'avais une question pour Grace. À un moment donné, vous avez parlé du graduate programme de Station F. Enfin, j'ai pas trop bien compris. Est-ce qu'on peut juste revenir là-dessus? Oui, en fait, c'est juste le nom qu'ils ont donné à un programme qui concerne des startups qui ont plus de 2 ans à Station F. Donc c'est pas du tout un graduate programme au sens commun où on rentre dans une entreprise, voilà, ça n'a rien à voir. Très bien, c'était juste pour être sûr. Et la deuxième question, c'était pour Jérémy. Alors ma question, c'était pour le statut des pépites, Pépito et Pépita. J'avais besoin de savoir, parce que vous avez indiqué que c'était pas forcément des étudiants, mais ça pouvait également être d'autres personnes. Quelles sont ces autres personnes? Alors, à moins que ça ait changé.
Mais peut-être. Ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé. Nadine Eva, qui est sur la photo, est là-bas. Coucou Nadine Eva, bravo pour le retard. Non, mais en effet, il existe un truc assez magique qui a été créé par le ministère de l'Enseignement supérieur qui s'appelle le diplôme étudiant entrepreneur et qui permet à toute personne, quel que soit votre âge ou votre condition, de retrouver ce statut étudiant. Donc c'est une inscription à un diplôme, vous vous inscrivez dans une université, il y a des frais d'inscription qui sont plafonnés à 500 €, c'est maximum 500 €, et vous pouvez bénéficier d'une part de tous les services qui sont proposés par les pépites. Donc là on n'en a vu qu'une esquisse, parce qu'on a vu que la partie où la région intervient. Mais derrière il y a un vrai programme d'accompagnement qui est proposé dans chacune des universités. Donc voilà, et puis les seuls critères, je crois que c'est de payer les 500 €, et l'université sera contente. Très bien, je vous remercie tous les deux. Prochaine question, est-ce qu'il y a d'autres... Bonjour, alors moi je suis hyper curieuse pour Grace. Qu'est-ce qui s'est passé pour la première boîte? Alors elle continue toujours en fait. Donc en gros moi j'ai décidé de changer au bout de 3 ans pour des raisons humaines essentiellement. Donc la boîte continue toujours et en gros le moment où je suis partie il y avait beaucoup le départ du CTO, départ de quelques personnes clés. Donc je me suis rendu compte que je voulais aussi faire autre chose, que j'avais fait un peu le maximum et ensuite la personne avec qui j'avais lancé ces structures a repris, continué et je suis hyper admirative de ça parce que c'est très fort. D'accord, merci. D'autres questions? Oui. Bonjour. Je vous remercie d'abord de votre brillant exposé. Donc, je voulais poser la question par rapport aux pépites, pépites aussi. Et j'imagine en fait, j'imagine un étudiant par exemple qui commence les études au cours de l'année. Du coup, il se rend compte que maintenant en fait, il y a toutes ces informations là. Comment du coup il pourrait s'inscrire? Est-ce qu'il faut passer par l'inscription auprès de la région Île-de-France ou il faut aller au sein de l'université? Il y a des référents qui sont sur place pour nous inscrire. Et quand on peut s'inscrire? Il y a des référents sur place, mais je vais peut-être laisser Nadine Eva du coup répondre. C'est gentil. Non. Bonjour, encore une fois, Soufiane. Aucun problème. Bonjour à tous. Donc, concernant le statut national étudiant-entrepreneur, vous pouvez le demander à n'importe quel moment. Donc, n'attendez pas. C'est-à-dire que même d'ailleurs, de manière générale, si vous avez une idée, vous souhaitez aller dans un programme d'accompagnement, n'attendez pas, allez directement les voir et ensuite vous aurez plus d'informations. Dans chacune des universités en France, vous avez un pôle pépite. Donc il y a 33 pôles pépites en France, y compris, pas que dans l'Hexagone, mais y compris en Outre-mer. Et vous allez pouvoir rentrer en contact avec un référent pépite qui va vous expliquer un peu toute la procédure. Vous allez passer ce qu'on appelle un comité d'engagement. Il y en a plusieurs dans l'année. C'est pour ça que vous pouvez demander à n'importe quel moment le statut national étudiant-entrepreneur, rencontrer du coup votre référent qui vous expliquera un peu la procédure pour rentrer. Basiquement, il y a entre 3 et 4 comités par an. Vous pouvez du coup aller les voir. Ils vous demanderont de remplir ce que l'on appelle un dossier SNE en ligne sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et ensuite, ils vous recevront dans un comité d'engagement où l'objectif sera d'analyser vos motivations à entreprendre. On ne va pas du tout regarder tout ce qui concerne la qualité, la viabilité de votre projet. D'ailleurs, ça peut être encore au stade de l'idéation ou alors vous avez déjà un MVP et vous commencez à commercialiser. Donc, c'est à n'importe quel niveau de maturité de votre projet. Et une fois que vous êtes intégré au sein du programme, vous êtes accompagné pendant 1 an et ce statut est renouvelable par la suite si vous souhaitez renouveler votre engagement et si vous avez toujours besoin d'accompagnement. Voilà. Merci. Je crois qu'on attend pour encore une question et puis après on demandera un dernier tips, conseil à chacun d'entre vous. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Que ça soit sur... oui.
Bonjour, merci pour cette présentation. Je me demandais par rapport aux pépites, est-ce qu'on peut être pépite et peut-être suivre une autre activité à côté en temps partiel, je sais pas. Oui, tout à fait. Désolée, je réponds. Vas-y. Oui, effectivement, il y a la vie qui court et qui fait que de toute façon le loyer, manger, il faut payer ses factures. Donc parfois, lorsque votre activité ne génère pas immédiatement des revenus, ce qui est le cas tout le temps, du coup, il faut trouver d'autres solutions et donc avoir parfois des jobs alimentaires ou alors, si vous êtes étudiant, vous êtes parfois aussi alternant dans d'autres structures. Donc il n'y a pas de problème. L'accompagnement Pépite, bien évidemment, comprend, essaye de s'adapter en fait en regard de votre situation. Bien évidemment, et ça c'est quelque chose de vrai dans tous les programmes, à partir du moment où vous allez être impliqué, plus vous allez avoir de temps à consacrer au programme, plus votre projet va avancer vite et plus peut-être potentiellement vous allez en récolter les fruits. Mais voilà, il n'y a pas de problème si vous avez une activité secondaire en parallèle. Ouais, une dernière question, est-ce que c'est bon? Ok. Grace, Nadine Eva, Jérémy, un dernier conseil, une dernière recommandation pour se lancer? Oui, pour ceux qui veulent monter un projet start-up, en tout cas, qui hésitent à franchir le Rubicon ou qui sont en ce moment en train de travailler sur leur projet. Bon, du coup, je me lance. J'aurais tendance à dire que le principal conseil, c'est d'aller parler à vos utilisateurs, à vos clients et de raconter aussi ce que vous voulez faire à vos proches, à ceux dont vous valorisez le retour. Parce que en fait, ça ne sert à rien de garder son idée pour soi. La réalité, c'est que si vous avez une excellente idée, il y a déjà des centaines de personnes qui ont déjà pensé à ça. Donc, ne pas avoir peur d'en parler et puis lancez-vous. Ouais, je plus sois, mais je dois trouver autre chose. Non, prenez soin de vous. C'est un marathon, c'est pas un sprint que de créer une boîte. Donc, prenez soin de vous. Pensez à vous ouvrir l'esprit, à faire autre chose. Ça peut être du sport, du yoga, ce que vous voulez, de la cuisine. Mais prenez ce temps-là, c'est indispensable parce que monter une boîte, c'est parcours du combattant. Il y en a beaucoup qui veulent se lancer parce qu'ils ont envie d'être leur propre patron. C'est pas si facile. Donc voilà, prenez soin de vous. Quel autre conseil que ne soyez pas en retard? J'étais un peu obligée. Non, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Je pense, un dernier conseil, c'est entourez-vous. D'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà dans cette démarche de rencontrer un écosystème, rencontrer d'autres entrepreneurs. Prenez le temps aussi de discuter entre vous, parce que vous partagez les mêmes problématiques. Même si vous êtes dans des projets différents, gagner de l'argent, c'est toujours le même problème. Comment je vais voir mes utilisateurs, c'est le même problème. La solution sera peut-être un peu différente, mais voilà, échangez au maximum et faites-vous... entourez-vous de programmes d'accompagnement, d'institutions qui justement sont dédiées à l'accompagnement des entrepreneurs, que ce soit la région, alors les pépites, je prêche pour ma paroisse, mais la BGE, ça peut être tout type de structure qui pourra justement vous aider et vous accompagner dans votre démarche de création d'entreprise. Et d'ailleurs, à n'importe quel moment, que vous soyez créé depuis 2 ou 3 ans, il y a aussi d'autres structures qui peuvent vous accompagner et vous aider. Et gardez la motivation et ne soyez pas en retard. Merci. Est-ce qu'on peut être auto-entrepreneur? Et si entre deux, je dirais, travail qu'on n'a pas, on est un petit peu dans le blanc, trouver un petit CDD en parallèle pour un truc. Est-ce que c'est gênant, c'est perturbant, ou ça rentre pas dans le... C'est parfaitement légal. C'est légal. Oui, c'est légal. Vous aurez l'obligation de le déclarer à votre employeur. Bien sûr. En général, l'employeur impose que ce ne soit pas la même activité. La plupart des boîtes. Moi, j'ai pas le droit de faire de conseils aux entrepreneurs, par exemple. Mais en tout cas, légalement, vous avez le droit d'avoir un CDI, une micro. Ou alors, mettez-moi en prison tout de suite. Ou un CDD. Un CDD. Oui, CDI. Si c'est pour un CDD, c'est encore plus pour un CDI, c'est pire. D'accord. Merci.
Merci. Je vous propose d'arrêter là parce qu'il faut qu'on y a la prochaine table ronde et puis je vois un peu. En tout cas, voilà, on a essayé d'aborder à peu près les problématiques auxquelles vous êtes confrontés quand vous démarrez votre entreprise. On espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment, que les quelques questions ont pu vous permettre d'y voir plus clair. On n'a pas pu aborder le sujet entrepreneuriat féminin, malheureusement. C'était un peu c'était sur la fin, mais j'espère. Une autre fois. Une autre fois, en tout cas, sachez que d'ici la fin d'année, il y aura les assises de l'entrepreneuriat féminin qui seront organisées dans la région, donc stay tuned. Et je voudrais vous remercier tous les trois. Oui, là pour le coup, l'anglicisme. Merci en tout cas à tous les trois. Merci d'avoir accepté de participer à ces masterclass. Merci aussi pour vos réponses éclairantes. Et puis, si vous avez des questions à nos intervenants ou même pour moi-même, écoutez, on sera ravis d'y répondre à l'issue en dehors de cette masterclass. Merci à tous. Et puis, bon courage pour vos activités. Bon week-end.